Merci, merci professeur François Roch de la parole. Je m'appelle Blaise Pascal Tiromenior Amigo. Je suis co-directeur de l'Observatoire. Nous co-dirigeons cet observatoire avec le professeur François Roch. Et aujourd'hui, on a vraiment une très grande chance, une très belle conférence qui va se donner tout à l'heure par monsieur Ravel Beni Djielon Mouche. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Alors, Monsieur Ravel Beni Djilon Mouche est un chercheur associé au laboratoire Arc côtier central de la Fondation de l'innovation pour la démocratie qui est en Afrique du Sud. Il est fraîchement docteur, n'est-ce pas? Il a obtenu son titre de docteur en droit public, n'est-ce pas, le 28 avril 2023 à l'université Chiang au Cameroun. Et sa thèse a porté sur la responsabilité de protéger et la souveraineté de l'État, contribution à l'étude des rapports entre une notion émergente et une notion établie dans les ordres juridiques internationaux et internes des États. Alors, Monsieur Ravel Beni Djelon est un membre de notre observatoire. Il est membre régulier de l'observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Il œuvre aussi dans la société civile, n'est-ce pas, pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au HADA, et dans lequel il est ambassadeur, n'est-ce pas, du réseau francophone de droit international. Il est également avocat et a fondé en 2022, février, une association dénommée Société internationale de droit dans laquelle on promouvoit la culture juridique à l'international. Alors, nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Aujourd'hui, il va nous parler du pacte pour l'avenir et l'ODD 16, réflexion sur les moyens d'optimisation de l'opérationnalité du Conseil de sécurité. Monsieur Ravel Djelon, vous avez la parole pour, pour exposer euh, votre présentation. Merci. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, avant propos, je souhaite ici dire le bonheur que j'ai de prendre la parole devant cette auguste audience virtuelle. Et je vous remercie d'avoir consacré ce temps d'échange sur un sujet qui nous est commun et qui constitue l'une, sinon la préoccupation majeure pour la vitalité du droit international, qui est progressivement porté par l'unilatéralisme et un communautarisme sectariste aujourd'hui, qui finalement le confine à la morale plutôt qu'au droit. C'est l'occasion d'adresser ma profonde reconnaissance au co-directeur de l'Observatoire, notamment le professeur François Roch et le professeur Blaise Pascal Migo, ainsi qu'à l'équipe technique d'avoir rendu possible les échanges que nous espérons édifiants et engageants pour plusieurs. Alors, en effet, lorsque la possibilité de cette conférence midi nous a été offerte, une kyrielle de questionnements a surgi. Nous aurions pu discuter de l'égalité souveraine des États qui est généralement invoquée par les souverainistes aujourd'hui pour soutenir la consécration par la Charte des Nations Unies de la souveraineté. Ceci alors même que cette dernière pose le principe de l'égalité souveraine ou de l'égalité comme souveraineté et non pas de souveraineté égale, rompant avec l'idée de subjectivation du droit international ou alors sa dématérialisation. On aurait également pu parler du phénomène migratoire ou encore d'immigration et même du phénomène des réfugiés dans un contexte de crise généralisée où la crise de la faim, où l'immigration clandestine prend de plus en plus de l'ampleur au point où aujourd'hui on en vient à se poser un certain nombre de questions. On aurait pu également parler de la délimitation des frontières issues de la colonisation, notamment à la suite du professeur Maurice Kamto lors de sa dernière conférence à l'Université du Québec à Montréal. On aurait également pu parler de l'intelligence artificielle qui a été le sujet de la dernière session des cours d'été à l'Académie de la Haye. On aurait également pu parler du dommage environnemental en contexte de pollution généralisée et de détérioration continue de la couche d'ozone. Mais il nous a semblé nécessaire de discuter d'une question sensible et d'intérêt qui a certes fait l'objet de plusieurs réflexions et débats en doctrine,
mais qui demeure à jour au regard de l'actualité internationale. Il s'agit de celle de l'optimisation de l'opérationnalité du Conseil de sécurité, que le pacte pour l'avenir du 20 septembre 2024 apporte une contribution importante en accord avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 16. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble membres de la communauté du vivant que Monique Chemillier-Gendreau aime à appeler membres de la communauté des peuples libres, participants de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler l'en commun. Le Conseil de sécurité des Nations unies, créé à l'occasion de la Charte des Nations unies, qui en précise le régime et le champ matériel de compétences, est un organe central de l'entité planétaire. Donc, nous allons directement présenter l'organe si le professeur Mihigo, Blaise Pascal, peut partager justement le PowerPoint. Donc, nous allons donc présenter l'organe. Pour mémoire, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont 5 permanents, à savoir la Chine, la France, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique. Tous sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. En ce qui concerne les 10 autres membres, ils sont élus à titre de membres non permanents au Conseil. Allô? OK. Allô, on vous entend très Okay. bien. D'accord, parfaitement. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, je vois l'écran parfaitement. D'accord, merci. Donc, en ce qui concerne les 10 autres membres, ils sont élus à titre de membres non permanents du Conseil par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, premièrement, de la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et la sécurité internationale, et d'autre part, aux autres fins de l'organisation et aussi en raison d'une répartition géographique équitable. Rappelons que les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de 2 ans. Pour ce qui est des attributions, comme on le voit à l'écran, et des pouvoirs du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient tout d'abord de souligner que le Conseil de sécurité des Nations unies est l'organe principal en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ceci afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation. Ainsi, les membres des Nations unies reconnaissent qu'en s'acquittant du devoir que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. On remarque là une forme de délégation de compétences. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations unies. Les pouvoirs spécifiques qui lui sont accordés pour lui permettre d'accomplir les 10 pouvoirs sont définis au chapitre 6, 7, 8 et 12. Le Conseil de sécurité rend compte à l'Assemblée générale en soumettant pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, les rapports spéciaux. Entre autres attributions, le Conseil de sécurité, s'il juge nécessaire, invite les parties à régler leurs différends par voie pacifique, à savoir la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, les recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil de sécurité invite les parties intéressées préalablement à toute recommandation ou décision des mesures à prendre à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables afin d'empêcher la situation de s'aggraver. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide de quelles mesures seront prises conformément à l'article 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Lesquelles mesures, comme vous le savez, impliquent implique le non-emploi de la force relativement à celles n'impliquant pas l'emploi de la force. Il convient d'énumérer l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. S'agissant à présent de celles impliquant l'emploi de la force, notons justement
l'emploi de la force aérienne, navale, terrestre. Il convient de citer des démonstrations des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations Unies. Par ailleurs, le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il recommande par ailleurs les procédures, méthodes d'ajustement appropriées ou au terme justement, ou alors qu'il juge approprié, ou à tout moment de l'évolution d'un différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale ou d'une situation analogue. Par ailleurs, le Conseil de sécurité recommande la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'organisation à celui contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité et le rétablissement de l'exercice de ces droits et privilèges. Il recommande à l'Assemblée générale l'exclusion d'un membre de l'organisation qui enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente charte. Entre autres attributions, puisqu'il y en a plusieurs qui sont précisées notamment aux articles 26, 83, 93, aussi 94, 96, on remarque justement que la principale attribution du Conseil de sécurité est notamment le maintien de la paix et de la sécurité internationale, d'où l'importance capitale de cet organisme qui se veut central, notamment au niveau de la structuration et même au niveau de l'opérationnalisation des décisions prises même par l'entité onusienne. Et c'est à ce niveau qu'on se poserait clairement la question même de savoir, à défaut d'un conseil de sécurité opérationnel, comment les décisions prises par l'entité onusienne seraient mises en œuvre, si ce n'est justement son organisme qui doit s'assurer justement l'opérationnalité des décisions qui sont prises. C'est pour cela que dans le cas du fonctionnement du Conseil de sécurité, précisé à l'article 27, nous remarquons que chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par vote affirmatif des 9 membres. Les décisions du Conseil de sécurité sur toute autre question sont prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres dans lesquels sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que dans les décisions prises au terme du chapitre 7 et du paragraphe 3 de l'article 51 de la Charte, une partie à un différend s'abstient de voter. Au regard de l'actualité internationale et dans un contexte d'hostilité, des voix s'élèvent de plus en plus proclamant l'incapacité des Nations unies à faire face aux défis contemporains dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce contexte qui remet en cause de manière permanente la sécurité et la stabilité juridique est marqué d'une part par les conflits positifs de compétences du fait de la prolifération d'acteurs et d'autre part par la revendication par d'autres entités des dites compétences, alors que celles-ci seraient, normalement dessaisies par transfert de compétences, 2, initialement incompétents, manifestant leur droit de résistance à l'oppression, ou alors 3, manifestant leur élan de solidarité internationale en matière de sécurité collective au travers des interventions unilatérales. Allô? On vous entend. Est-ce que vous voulez que je change de diapositive? Oui, ça va. Ah, d'accord. On peut revenir Ok, sur la diapositive. Celle-ci? D'accord. Disons que le moment où on va évoluer, je vais d'en faire signe directement parce que je devais contrôler à partir de l'ordinateur, mais bon, on va essayer d'évoluer ensemble alors. D'accord. D'accord. Ainsi,
La recrudescence de la violence et la multiplication des crises rencontrent l'impuissance de l'Organisation des Nations Unies et de son Conseil de sécurité qui dispose, pour le rappeler, de la responsabilité principale de maintenir la paix et la sécurité internationale. La Commission internationale pour l'intervention et la souveraineté de l'État, dit Commission Evans Sanoum, mise en place par le gouvernement du Canada avec le concours d'un certain nombre de partenaires, dans son formidable rapport de 2001, a d'ailleurs souligné la possibilité de carence du Conseil de sécurité. Elle a d'ailleurs estimé à ce propos qu'il peut se trouver des circonstances où le Conseil de sécurité n'assumerait pas ce que la Commission considère comme sa responsabilité de protéger, alors que des situations pourraient surgir qui choquent la conscience de l'humanité et appellent une intervention d'urgence. C'est dans une démarche conséquentielle qu'elle alerte les Nations Unies sur les risques d'une gestion continue aux allures opportunistes et aléatoires des crises humanitaires afin que les précautions soient prises pour que pour l'assainissement du système de gestion des dites crises. Ceci afin de ne pas perdre en légitimité dans un système de sécurité collective fortement concurrentiel. À ce propos, selon la Commission, si à la suite d'une carence du Conseil de sécurité, une intervention militaire est entreprise par une coalition ponctuelle ou un État agissant individuellement qui effectivement respecte pleinement tous les critères définis, et si cette intervention est couronnée de succès et que l'opinion mondiale la perçoit comme ayant été réussie, la stature et la crédibilité de l'ONU elle-même pourraient s'en trouver affectées sérieusement et durablement. À cet effet, la Commission s'est davantage posé la question de savoir en pareil cas où est le moindre mal. Est-ce celui que l'ordre international subit parce que le Conseil de sécurité a été court-circuité, ou alors celui qu'il subit parce que les êtres humains sont massacrés sans que le Conseil de sécurité ne puisse lever le petit doigt? Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît également la possibilité de carence du Conseil de sécurité, notamment au sein des paragraphes 7 et 8 du préambule de la résolution 377, baptisée Union pour le maintien de la paix. En effet, elle se dit persuadée des possibilités pour le Conseil de sécurité de manquer de s'acquitter des fonctions qui lui incombent au nom de tous les États membres et notamment de celles qui sont visées dans le paragraphe 5 et 6. Elle reconnaît en outre, en particulier, qu'une telle carence ne la prive pas des droits et ne la dégage pas des responsabilités que lui a conférées la Charte en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La doctrine s'est également penchée sur la carence des Nations unies. C'est le cas du secrétaire général de l'Académie de la Haye, le professeur Jean-Marc Touvenin, qui estime que c'est finalement, et à vrai dire logiquement, à propos des carences de l'ONU que l'idée de responsabilité de protéger tend à apporter une contribution nouvelle. Cette position suggère et renforce l'idée d'une responsabilité de protéger bienvenue pour résoudre les problèmes inhérents au système de sécurité collective du Conseil de sécurité qui remettent en cause la crédibilité des Nations unies de manière à ce qu'il soit taxé d'irresponsable au regard de ces divers manquements. Pour le professeur Touvenin, à l'occasion du colloque de Nanterre, il dit « On ne saurait s'en étonner. Le concept a clairement été forgé pour répondre aux préoccupations d'une organisation des Nations unies sentant fortement le besoin de s'adapter à son époque pour lui survivre. Et c'est durant les travaux préparatoires du sommet mondial de 2005 sur la réforme des Nations unies qu'il a été retenu et progressivement affirmé pour finalement être dilué. Le rapport avec l'ODD 16 qui consiste dans les objectifs de paix, de justice et d'institutions efficaces apparaît donc clairement évident. Adopté par les Nations unies en 2015, au même titre que les autres objectifs, la paix, la stabilité, les droits humains et la gouvernance efficace fondée sur l'état de droit sont des vecteurs essentiels pour le développement durable. Justement, c'est mieux de s'arrêter à cette diapositive puisqu'on est en train d'arriver au niveau du plan du travail. Voilà, merci.
En effet, selon les Nations Unies, nous vivons dans un monde de plus en plus divisé. Certaines régions profitent durablement de la paix, de la sécurité et de la prospérité, alors que d'autres sont entraînées dans un cycle de conflits et de violence qui semble sans fin. Ceci n'est en aucun cas inévitable et nous devons agir pour y remédier. Des niveaux élevés de violence armée et d'insécurité ont un effet destructeur sur le développement des pays, en entravant la croissance économique et en engendrant souvent des souffrances durables au sein de la population, qui peuvent persister pendant des générations. Les violences sexuelles, la criminalité transfrontière, l'exploitation et la torture sont également omniprésents sur les lieux des conflits ou sans état de droit. Les États doivent prendre les mesures pour protéger ceux qui sont le plus à risque. Les objectifs de développement durable visent donc à réduire largement toutes les formes de violence et à œuvrer aux côtés des gouvernements et des communautés afin de trouver des solutions durables et efficaces aux conflits et à l'insécurité. Le renforcement de l'état de droit et la promotion des droits humains sont au cœur de ce processus, tout comme la réduction du trafic illégal d'armes et le renforcement de la participation des pays en développement aux institutions de gouvernance mondiale. Depuis leur adoption et à l'approche de leur échéance, les réflexions sont en cours sur l'évaluation du chemin parcouru et les perspectives. C'est d'ailleurs à cela que s'attelle l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Si des efforts ont été enregistrés dans la perspective de les atteindre, beaucoup reste encore à faire afin de systématiser les pratiques et les comportements. Ainsi, dans un contexte conflictogène, où les menaces à la paix pullulent l'atmosphère mondiale, le sujet de l'optimisation de l'opérationnalité du Conseil de sécurité mérite d'être adressé. En effet, comment surmonter les obstacles opérationnels d'un organe aussi sensible que le Conseil de sécurité? Comment résoudre la question de la représentativité et de l'opérationnalité du Conseil de sécurité en contexte de crise de la représentativité? Le principe de précaution peut-il être invoqué pour inappliquer ou se soustraire ou faire obstacle à l'application du droit étant donné la vocation ou l'ambition protectrice du droit? Assurément non. Quitte de la vocation générale du droit. Faut-il prévoir la possibilité pour la Cour internationale de justice d'invalider une décision provenant d'un membre permanent du Conseil de sécurité lorsqu'il ne réalise pas au sens strict ou ne s'inscrit en marge d'un intérêt objectif? Cette tribune servira à l'émulation scientifique sur la question. Notre propos sera premièrement orienté vers, on peut revenir en arrière sur le plan. Voilà, notre propos sera premièrement orienté vers la déclinaison ou le dépistage des limites du Conseil de sécurité, qui constitue un réel obstacle à l'efficacité institutionnelle. Ensuite, nous adresserons les pistes de solutions proposées par le Pacte pour l'avenir. Nous clôturerons notre propos sur une discussion autour de l'effectivité en droit international. Nous allons au premier point, relativement aux limites du Conseil de sécurité. Comme vous pouvez le voir, on distingue les limites structurelles des limites opérationnelles. S'agissant des limites structurelles, la question du droit de veto et la problématique de l'inégale représentativité au sein des organes de sécurité collective constituent en substance les limites structurelles du Conseil de sécurité. À ce propos, la question du droit de veto, il convient tout d'abord de souligner que le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies principalement en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je crois qu'il convient de le rappeler d'ailleurs, parce que c'est en réalité ce rôle sensible qui constitue la matière de notre propos. En cette qualité, il dispose en vertu du chapitre 7 des pouvoirs suivants, notamment de constater, de recommander et de décider des mesures visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationale.
Par conséquent, le Conseil de sécurité est l'organe principalement en charge de la mise en œuvre de la responsabilité subsidiaire de protéger qui incombe à la communauté internationale, finalement. Cependant, sa configuration n'est pas illustrative des buts et principes défendus par la Charte des Nations Unies. Car comment concevoir au sein d'un ordre juridique décentralisé où l'égalité souveraine des États est consacrée et les principes démocratiques promus, il est fait distinction de deux catégories de membres, à savoir les membres non permanents et ceux permanents. Surtout au sein d'un organe stratégique et aussi majeur que le Conseil de sécurité, au regard de ses prérogatives graves et générales, d'autant plus lorsqu'il est reconnu en son sein la catégorie des membres permanents disposant d'un droit de veto. En effet, la gravité et la généralité des mesures prises par le Conseil de sécurité s'illustrent dans ce qu'à l'occasion d'une situation mettant en danger la paix et la sécurité internationale, le Conseil de sécurité adopte des résolutions qui imposent des obligations à tous les États qui rendent obligatoires les sanctions qu'ils décident d'infliger à l'égard des États membres. On se serait justement attendu à une configuration et à un mode de fonctionnement fortement adossé sur une logique participative, inclusive, concernant les décisions prises, ce qui n'est étrangement pas le cas. Si l'activité de la SDN, la devancière de l'Organisation des Nations Unies, paraissait inefficace pour la raison présumée du respect trop scrupuleux de l'égalité des États, de l'inefficacité du système de sécurité collective de l'ONU, l'inefficacité du système de sécurité collective de l'ONU se fonde, quant à lui, sur une certaine inégalité juridiquement consacrée. Donc, on comprend au fond que la substance même de l'inefficacité du système de sécurité collective en l'état ou encore de nos jours se fonde sur une certaine inégalité qui a été juridiquement consacrée, notamment au travers de la discrimination déjà entre membres permanents et membres non permanents, alors que l'Assemblée générale des Nations unies pouvait régler un certain nombre de questions et l'organisation opérationnelle, à savoir le Conseil de sécurité, pourrait plutôt jouer le rôle d'exécution et non pas l'organe en charge de l'exécution prend des mesures et parmi les membres de cet organe, d'aucuns pourraient encore s'opposer aux mesures qui seraient en train d'être prises dans l'intérêt du droit international. La dite inégalité est envisagée tant au sujet, d'une part, de la reconnaissance absolue, discriminée et forfaitaire du droit de veto à 5 membres permanents au détriment des autres, que d'autre part, la responsabilité principale du Conseil de sécurité dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale. En effet, dans la manifestation du besoin naturel des États souverains de dominer la scène politique internationale afin de s'affirmer, il en résulte une évolution de l'autoritarisme international qui s'affranchira graduellement du cadre informel ou non consacré pour accéder progressivement à une forme de consécration subjectivée. Celle-ci, gouvernée par une approche décentralisée aux allures unilatéralistes, à contrario des approches collectives, fortement enclines aux tendances majoritaires. C'est dans ce sens qu'il convient d'opérer le constat selon lequel, à l'ère du pacte de la SDN, les États puissants exploitaient les fissures pour s'imposer dans le cadre des Nations unies. En revanche, l'inégalité au départ intelligente au regard de l'émancipation des peuples et de leur capacité à exploiter efficacement les fissures proposées par le pacte s'en trouve désormais consacrée dans la charte au travers de la reconnaissance furtive d'une hiérarchie des membres au sein du Conseil de sécurité. Cette hiérarchie confère la primeur aux membres expressément désignés permanents, à qui il est reconnu un droit de veto sur les décisions du Conseil. Bien qu'il aurait été pensé comme une prérogative négative consistant dans la censure des décisions qui iraient à l'encontre du but ultime de sécurité collective et au-delà des considérations politiques ayant motivé sa mise en place,
le droit de veto ne se conçoit objectivement que dans le cadre et les limites de la sécurité internationale. Ceci en tant qu'un moyen ultime visant à neutraliser les décisions majoritaires qui, en substance ou à l'occasion de leur mise en œuvre, constitueraient une atteinte à un intérêt supérieur de la collectivité, notamment l'ordre public international, ou violeraient le droit. Outre mesure, il constitue une atteinte certaine à la démocratie, dans la mesure où il favorise un impérialisme international, voire une aristocratie internationale, par la prévalence d'un unilatéralisme impérial de la part de l'un ou des 5 membres dépositaires du droit de veto. Ceci va à l'encontre de toute idée d'ordre démocratique international au regard justement de la possibilité d'opposition unilatérale et systématique à une décision majoritairement approuvée. Finalement, le droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies est un droit exclusivement accordé aux 5 membres permanents du Conseil qui leur permet de bloquer toute résolution et décision, quelle que soit l'opinion majoritaire du Conseil. Il a été opposé pour faire obstacle justement à plusieurs résolutions du Conseil. Rappelons-nous, le 16 février 1946, la Russie a posé son droit de veto sur le sujet du retrait des troupes étrangères du Liban et de la Syrie. Souvenons-nous également, le 13 décembre 1955, encore la Russie et la Chine ont posé leur droit de veto au sujet de l'admission de nouveaux États, notamment le Japon et le Laos. Prenons également le cas en 1966 du Royaume-Uni qui a posé son veto justement pour faire obstacle justement aux sanctions qui avaient été initialement prononcées à l'encontre du régime de Ian Smith. Le 17 mars 1970, les États-Unis ont posé leur veto sur la question de la Rhodésie du Sud. Le 23 décembre 1989, les États-Unis et le Royaume-Uni et la France ont posé leur droit de veto, notamment vis-à-vis des critiques sur l'invasion américaine, notamment le projet sur le Panama. Rappelons-nous aussi, le 25 mai 1999, la Russie et la Chine ont posé leur veto sur le projet de résolution condamnant les frappes de l'OTAN. Et il en est allé comme cela jusqu'en 2024, où la Russie a posé son droit de veto sur les condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de la Russie sur l'agression en Ukraine. Finalement, le droit de veto est illustratif de la suprématie des ordres juridiques nationaux des États membres permanents sur l'ensemble de la communauté internationale des États. Ainsi, au-delà de sa vocation neutralisante et au travers de sa configuration, l'antidémocratisme du Conseil de sécurité s'illustre à travers la problématique de ses membres permanents. Celle-ci consiste à la fois dans l'impertinence de la scission entre membres non permanents et membres permanents, la présence des premiers n'étant que figurative, mais aussi et surtout dans l'inutilité de la catégorie des membres permanents, dans la catégorie des membres permanents, à partir du moment où l'opposition d'un membre, à savoir un membre permanent, constitue un blocage pour ces projets de décision majoritaire. Cette possibilité démontre qu'au-delà de la forme aristocratique du gouvernement du Conseil, il s'affirme en plus la possibilité de dictature d'un ordre juridique national, notamment un État membre permanent du Conseil sur l'ensemble des États membres des Nations Unies. Toutefois, bien que les États membres des Nations Unies ont par leur adhésion à la Charte accepté de se plier à cette règle, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle constitue une atteinte à la démocratie et une violation du principe d'égalité souveraine des États. S'agissant de l'inégale représentativité, induite ou corrélée au droit de veto, face aux logiques de responsabilité, de capacité, de proactivité sur lesquelles le Conseil de sécurité a été pensé et bâti afin de s'assurer l'action rapide de l'organisation
et ainsi s'acquitter efficacement de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, il s'est ajouté au fil des ans la logique de la représentativité. Cette dernière s'est construite autour de l'opinion de certains chefs d'État selon laquelle elle serait la condition de l'autorité du Conseil au regard de la nature de la gravité de ses prérogatives statutaires. Car comment concevoir un Conseil de sécurité qui se compose de moins de 8% des 192 États membres de l'organisation, allant directement au niveau des limites opérationnelles du Conseil de sécurité. Voilà. S'agissant des limites opérationnelles du Conseil de sécurité, elles s'entendent premièrement du déficit des moyens d'intervention, deuxièmement, de l'impossibilité d'intervenir durablement pour s'assurer le maintien de la paix et la sécurité pendant la durée du conflit, et enfin, du retrait des États en cours d'opération. Deux principales variantes établissent les défaillances opérationnelles du Conseil de sécurité. La première renvoie au manquement à l'obligation de prévenir et la seconde à la sélectivité des interventions. Toutefois, si la responsabilité de protéger est appréhendée de manière totale dans la trilogie préventive, réactive et reconstructive, il demeure la possibilité qu'à l'occasion de la sélectivité des interventions, l'ONU manque à son obligation de prévenir la commission des crimes internationaux. Concrètement, le manquement à l'obligation de prévenir consiste, par exemple, dans l'existence de situations où l'organe aurait eu connaissance des atteintes ou menaces d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale à travers son système d'alerte rapide et aurait choisi de s'abstenir jusqu'à ce que l'enlisement de la situation entraîne des pertes considérables. C'est par exemple le cas actuellement, comme on peut le constater dans plusieurs États, où on constate justement qu'il y a un mouvement, notamment de l'unilatéralisme, où chaque État peut se rendre justice par lui-même, remettant en question le système de sécurité collective, ou alors parce que le système de sécurité collective peine à être mis en mouvement. Par voie de conséquence, la nature ayant horreur du vide, systématiquement, des interventions unilatérales s'opèrent et on constate effectivement, que ce soit dans le cas de l'Ukraine contre la Russie, ou alors, par exemple, on remarque également cela actuellement dans le cas du conflit entre la Palestine et Israël. Concrètement, le manquement à l'obligation de prévenir consiste, par exemple, dans l'existence de situations où l'organe aurait eu connaissance des atteintes ou menaces d'atteinte. Je crois qu'on a déjà évoqué le point. Quant à la sélectivité des interventions, elle consiste davantage dans la réaction en temps voulu et au cas par cas, en lieu de la réaction en temps utile et chaque fois qu'il y aurait atteinte ou menace d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale. L'exemple du génocide rwandais est illustratif des conséquences de la défaillance du Conseil à prendre les mesures voulues. Pour ce cas d'espèce, souvenons-nous que le secrétaire général de l'ONU et certains membres permanents du Conseil de sécurité savaient que des responsables liés au gouvernement de l'époque étaient en train de préparer un génocide. Des forces des Nations Unies étaient présentes, certes en nombre insuffisant au départ, et il ne manquait pas de stratégie crédible propre à empêcher, ou du moins à limiter grandement le massacre qui s'en est suivi. En effet, la carence du Conseil n'a pas simplement eu pour conséquence une catastrophe humanitaire pour le Rwanda. Par ailleurs, de nombreux peuples africains en ont conclu qu'au-delà de tous les beaux discours sur l'universalité des droits de l'homme, certaines vies humaines sont regrettablement beaucoup moins importantes que d'autres aux yeux de la communauté internationale. Face à cette situation jugée inadmissible, le secrétaire général de l'ONU avait reconnu la responsabilité de l'organisation pour son impuissance lors du génocide et a présenté ses excuses. Toutefois,
en dépit de cette reconnaissance officielle de la carence, il convient de souligner que la responsabilité internationale de l'organisation n'a regrettablement pas été envisagée. Par ailleurs, la sélectivité des interventions soustrait d'une part celle-ci des critères d'objectivité et de généralité et met d'une part en cause la communauté internationale davantage dans un climat d'insécurité permanente et de suspicion légitime, étant donné la défaillance de son système de sécurité collective. Cette défaillance conforte d'ailleurs les craintes à bien des égards légitimes entre... Allô? Allô, on vous entend très bien. D'accord, ok. Cette défaillance conforte d'ailleurs les craintes à bien des égards légitimes entre les États, étant donné les rapports de force qui meublent la scène politique internationale au sujet des interventions dites d'opportunité. Elle place ces derniers dans une position d'alerte permanente, en légitimant au même moment l'anarchie qui consiste ici dans la justice privée des États qui, sous le couvert pudique de la légitime défense préventive ou préemptive, selon le cas, se propose sur la base des considérations de puissance, tantôt d'intervenir unilatéralement, tantôt de se prévaloir de leur liberté contractuelle pour créer d'autres organismes de sécurité collective, comme on voit le mouvement même en Afrique, ou alors de signer des accords de défense et de sécurité visant à pallier aux carences liées aux défaillances systémiques de l'ONU. C'est là où les États faibles vont faire des alliances avec des États puissants pour s'assurer justement leur protection. C'est ce qui était convenu par le passé d'appeler des protectorats. Toutefois, cette volonté forte opportune pour les États de s'assurer leur propre sécurité en créant les conditions favorables à sa mise en œuvre est à l'origine de nombreux conflits positifs de compétences entre les organismes de sécurité collective qui ne dialoguent pas toujours, et ce textuellement, pour structurer leurs rapports. Aussi, face à des opérations longues et très coûteuses, la protection des populations peine à se mettre durablement en œuvre si aucune volonté politique de l'État en crise n'accompagne les efforts de la communauté internationale. C'est la position du secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, de l'ancien secrétaire général Boutros-Ghali, sur la situation du Somalie, où il s'était prononcé en disant que la communauté internationale n'a ni la volonté ni les moyens de s'occuper des États en faillite. De plus, la communauté internationale ne poursuivra pas ses efforts pour trouver un règlement à un différend international s'il devient évident que la volonté politique, en ce sens, fait défaut aux protagonistes. Par la suite, Luigi Condorelli estimait que l'ONU pourrait être tenue pour responsable du défaut de vigilance à l'égard des comportements impliquant un recours à la force de la part des États ou d'organismes régionaux si elle avait omis de s'assurer que ce dernier se fasse dans le strict respect de toutes les règles pertinentes. Ainsi, l'absence de due diligence que dénoterait ce comportement pourrait lui être opposée. Allons directement aux solutions proposées par le pacte. Oui, on a déjà évoqué la sélectivité, puis les tendances. Voilà, on peut s'arrêter là. Oui, la diapositive d'avant. Avant celle-ci. Oui, commençons par là. En outre, non, celle qui suit. Voilà. En outre, l'article 12 de la Charte qui prévoit la possibilité de suppléer aux carences du Conseil de sécurité, le pacte pour l'avenir de 2024 propose des pistes de solutions à l'optimisation de l'efficacité opérationnelle du Conseil. L'article 12 que nous avons en face de la Charte prévoit que, d'une part, tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
ce qui confère à l'Assemblée générale la possibilité de faire donc des recommandations si le Conseil de sécurité ne remplit pas, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la charte. On remarque donc clairement qu'il y a une possibilité pour l'Assemblée générale des Nations unies de se prononcer. Ça a d'ailleurs été le cas dans le cas de la résolution Dean Ashton qu'on a évoquée antérieurement. D'autre part, la charte prévoit que le secrétaire général de l'ONU, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée générale lors de chaque session les affaires relatives au maintien de la paix et la sécurité internationale dont s'occupe le Conseil de sécurité et avise de même l'Assemblée générale ou si l'Assemblée générale ne siège pas, les membres de l'organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper des dites affaires. Ça veut dire également qu'il y a une responsabilité du secrétaire général des Nations unies, notamment d'adresser les situations de manquement ou alors de carence du Conseil de sécurité. Relativement à la contribution du pacte, on peut avancer. Prochaine diapositive. Relativement à la contribution du pacte pour l'avenir, il ne consiste pas dans les différentes formes de régime de responsabilité applicables en cas de manquement du Conseil. Au contraire, constatant les divers manquements, il souscrit plutôt à l'idée d'une réforme complète en proposant un certain nombre de pistes exploitables. C'est vrai que Monique Chemillé-Gendreau était assez pessimiste sur cette question. Elle a d'ailleurs dit qu'une réforme était par ailleurs inenvisageable. Mais par la suite, dans le cadre de sa communication aux Nations Unies, elle a justement relativisé le propos puisque d'un droit international dont elle parlait qu'elle estimait qu'il n'existait pas, elle a par la suite estimé qu'il est important pour nous d'être de plus en plus optimistes pour trouver des solutions adéquates pour pallier aux problèmes afin de résoudre justement le problème des défaillances ou encore des carences à l'opérationnalité du Conseil de sécurité. Donc, on va aller directement sur le pacte pour l'avenir. Tout d'abord, en ce qui concerne la mesure 39 qu'on a en face, c'est la précédente diapositive. Voilà. En ce qui concerne la mesure 39, les États entendent réformer le Conseil de sécurité, sachant qu'il importe au plus vite de le rendre plus représentatif, plus inclusif, plus transparent, plus efficace, plus efficient, plus démocratique, et l'amener à rendre davantage des comptes. À ce propos, vu l'urgence croissante qu'il y a à donner à l'Organisation des Nations Unies le moyen d'être plus efficace dans le maintien de la paix et la sécurité internationale, comme le prévoit la Charte des Nations Unies, les États entendent convenir de toute réforme du Conseil de sécurité, que toute réforme du Conseil de sécurité devra se faire dans le strict respect des principes directeurs suivants. On a les principes en face. Premier principe, réparer à titre prioritaire l'injustice historique faite à l'Afrique et tout en réservant à celle-ci un sort particulier, améliorer la représentation des régions et des groupes sous-représentés ou non représentés comme l'Asie, le Pacifique et l'Amérique latine et les Caraïbes. Ça, c'est le principe numéro 2. Principe numéro 3, élargir le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif de la composition actuelle de l'Organisation des Nations Unies et qu'il reflète le monde tel qu'il est aujourd'hui et compte tenu des engagements que les États membres des Nations Unies ont pris au titre de l'objectif de développement durable et à ce titre accroître la représentation des pays en développement et des États de petite et moyenne taille. Principe numéro 4, poursuivre les débats sur la question de la représentation des groupes interrégionaux, sachant que les petits États insulaires en développement, les États arabes et d'autres entités comme l'Organisation de la coopération islamique ont été mentionnés lors des négociations intergouvernementales. Principe numéro 5, redoubler d'efforts afin de trouver un accord sur la question des catégories de membres compte tenu des débats tenus à cet effet lors des négociations intergouvernementales. Principe numéro 6, le nombre total des membres siégeant à tout conseil élargi devra être déterminé en conciliant représentativité et efficacité. Principe numéro 7,
Les méthodes de travail devront permettre à tout conseil élargi de fonctionner de manière inclusive, transparente, efficace, efficiente et démocratique et d'en rendre compte. Principe numéro 8. Le droit de veto est l'une des questions essentielles de la réforme du Conseil de sécurité. Ainsi, les États entendent redoubler d'efforts pour parvenir à un accord sur cette question, notamment en examinant s'il faut délimiter le champ d'application du droit de veto et son utilisation. Principe numéro 9. Dans le cadre de toute réforme globale, il conviendra d'envisager une clause de révision visant à permettre au Conseil de sécurité de continuer à s'acquitter de son mandat au fil du temps et de rester adapté à sa mission. Notons que ces principes ont été définis lors des négociations intergouvernementales sur la question de la représentation équitable au Conseil et de l'augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d'autres questions ayant trait au Conseil, conformément à la décision 62/557 du 15 septembre. On peut aller à la diapositive suivante. Voilà. S'agissant de la mesure 40, les États entendent à titre prioritaire et sans délai renforcer les travaux menés dans le cadre des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité. À ce propos, les États estiment que la réforme du Conseil de sécurité doit être dans les mains des États membres et entendent redoubler d'efforts au fin de cette réforme dans le cadre des négociations intergouvernementales conformément à la décision 62/557 de l'Assemblée générale et aux autres résolutions et décisions de l'Assemblée sur la question, dont la résolution 53/30 du 23 novembre 1998. En faisant fond sur les progrès réalisés récemment dans les négociations intergouvernementales, grâce notamment à une plus grande transparence, à une plus grande inclusivité et à un plus grand recours à la mémoire institutionnelle des États, entendent décider, premièrement, d'encourager les États et groupes d'États à présenter de nouveaux modèles et à apporter des modifications aux modèles présentés lors des dialogues structurés. Le but étant d'élaborer à terme un modèle unique fondé sur les conclusions obtenues autour des 5 grandes questions et les modèles présentés par les États membres. On y va sur le 3 ou encore la troisième mesure. Pour ce qui est de la mesure 41, les États entendent renforcer l'action du Conseil de sécurité aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale. À ce titre, les États entendent continuer d'améliorer et de démocratiser les méthodes de travail du Conseil de sécurité et de renforcer les relations que celui-ci entretient avec l'Assemblée générale en application et dans le plein respect des fonctions, attributions, pouvoirs et compétences de l'un et de l'autre tels qu'ils sont inscrits dans la charte, étant entendu que cette action ne viendra pas se substituer à la réforme du Conseil visée dans la mesure 39. Et ça continue. Bien, nous poursuivons. Nous allons clôturer le propos, notamment, comme on l'avait indiqué justement, par adresser la question de l'effectivité. Parce qu'au-delà de toute chose, les mesures sont clairement précisées, les possibilités de réforme ont été posées par le pacte pour l'avenir, mais il n'en demeure pas moins vrai que la Charte des Nations Unies, qui avait même d'ailleurs posé le principe du non-recours à la force, cette disposition n'est aujourd'hui plus, ou encore du moins devient de moins en moins appliquée, parce que au fur et à mesure, étant donné que en cas de violation, normalement, s'il y a menace ou encore atteinte à la paix et à la sécurité internationale, l'organe en charge justement du maintien de la paix et de la sécurité internationale ne pouvant pas mettre en œuvre les moyens ou encore les outils prévus par la charte, à ce moment, l'unilatéralisme commence à prendre de plus en plus de l'ampleur visant à pallier justement à cette carence. D'où la question, ou encore du moins ce qui nous a préoccupés, ou encore où nous voulons achever notre propos, notamment sur la question de l'effectivité en droit international.
Relevons déjà, ou encore à l'entame, que le droit international se complète des solutions rhétoriques pour adresser ou surmonter un certain nombre de clivages ou de désaccords. C'était déjà le cas de la souveraineté, comme rappelé ci-dessus, au sujet duquel la charte consacrait non pas le principe de souveraineté des États, mais davantage celle de l'égalité souveraine, l'égalité étant la réalité souveraine et le socle de l'autolimitation vectrice de la coexistence pacifique. C'était aussi le cas de la responsabilité de protéger qui est apparue. Allô? On vous entend. C'était aussi le cas de la responsabilité de protéger qui est apparue comme le rhétoriquement mieux paré d'un droit d'intervention humanitaire fortement contesté par les souverainistes et les États craintifs des interventions d'opportunité. Cette mutation n'a très certainement pas empêché le constat de Pierre Pleine, qui, reprenant les propos de Cornelio Sumaruga, a affirmé que la responsabilité de protéger est morte en Libye. C'est donc à l'aune des mutations terminologiques à l'issue desquelles le constat a été fait que les problèmes n'ont pas été résolus, au contraire, ils se sont empirés, que nous sommes invités à changer de paradigme à la fois en ce qui concerne l'adressage des problèmes que les solutions visant à y remédier. Les manifestations marquant les 150 ans de l'Association pour le droit international s'étant tenues à la Cité internationale universitaire de Paris des 18 au 20 juin dernier, a fourni une grille de lecture tendant à adresser la question de l'effectivité du droit international qui correspond aux réflexions en cours et en cours au cours de la souscription à un droit substantif, je veux dire, au-delà des considérations de procédure. À l'occasion du symposium international organisé, nous rappelions fort opportunément que le propos du juge Kebambay que nous avons sous nos yeux, dans le commentaire de la Charte des Nations Unies, article par article, qui se prononçait au sujet du principe d'égalité souveraine des États de la manière suivante. L'égalité n'existe pas, mais faut-il pour autant abandonner le principe d'égalité souveraine? Assurément non. Il faut au contraire réaffirmer et tendre à son règne. Or, un principe cesse d'en être un s'il a besoin de réalité pour se justifier. Ce n'est pas parce que les États ne sont pas égaux que le principe d'égalité est faux. C'est justement parce que les États ne sont pas égaux qu'il faut un principe d'égalité. Le droit n'est donc qu'en rapport avec les réalités matérielles finalement. Peut-on l'observer? Mais le droit est davantage en rapport avec l'immatériel. Je reprends. Le droit n'est donc pas qu'en rapport avec les réalités matérielles, nécessairement inégalitaires et variables, peut-on l'observer, mais est davantage en rapport avec l'immatériel, c'est-à-dire les principes. C'est le domaine de l'abstrait qui est très souvent en déphasage avec la réalité, le concret. Il n'est pas toujours maître de son temps, le droit, je veux dire, mais paraît en son temps. Achille Bembe, quant à lui, dans le cadre de la Fondation d'innovation pour la démocratie, porte l'idéal de la démocratie substantive d'ailleurs. Donc, pour clôturer justement mon propos sur cette point, et je vous remercie infiniment pour l'attention que vous avez accordée à ce propos. Merci beaucoup, Monsieur Ravel, pour cette brillante présentation. Je veux repasser la parole au professeur François Roch pour la séance de questions et réponses. Parfait. Donc, écoutez, j'invite le conférencier du jour peut-être à arrêter son partage d'écran. Donc, on peut exactement, très bien. Donc, je vais nous remettre en galerie pour qu'on ait le plaisir de discuter. Plusieurs personnes se sont jointes à nous depuis le début de la conférence. Donc, j'ai accepté la participation de plusieurs personnes, ce qui fait en sorte qu'on est un peu plus nombreux qu'au tout début de votre présentation, cher docteur Gielon. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième phase de la conférence midi. Donc, je me tourne vers vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une première question à notre conférencier? De mon côté, j'en ai quelques-unes, mais je me tourne d'abord vers vous.
Donc, vous avez juste à vous manifester, soit en ouvrant votre micro et caméra ou encore en levant la main, tout simplement. Bon, ben, écoutez, pour briser la glace, je vais vous poser une première question. Vous avez évoqué là, plusieurs éléments là, qui ont été discutés dans le cadre du pacte pour l'avenir de 2024. Euh, J'aimerais avoir votre opinion concernant le contexte qui pourrait éventuellement être favorable, parce que l'idée, je pense, derrière le pacte de 2024, c'était de relancer l'action internationale de l'ONU en matière de développement durable, en matière de paix et sécurité, puis dans le domaine des droits humains, dans un contexte post-pandémique. Mais à l'évidence, on voit que le Conseil de sécurité reste un organe qui est largement dans l'impasse, qui est souvent bloqué sur de nombreux enjeux. Ça aussi, vous l'avez évoqué. Donc, je me demandais, dans la perspective d'une réforme du Conseil de sécurité, quel serait le contexte international qui serait le plus favorable justement pour que se matérialise de telles réformes, parce qu'on s'entend, la Charte des Nations unies, elle est un peu verrouillée dans la mesure où pour modifier la Charte des Nations unies, ça prend l'accord des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, quand on regarde les clauses de modification à la fin de la Charte, ben, euh, toute modification à la Charte implique l'accord des 5 membres permanents. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose qui se dessine dans un proche avenir qui pourrait permettre justement que de telles réformes au Conseil de sécurité puissent être apportées? Je ne dis pas que le Conseil n'a pas été réformé à certaines échelles depuis le début de son histoire, donc le nombre de membres total a changé. Certains membres permanents même ont changé, donc on pense à la Chine de Formose ou encore à l'ancienne URSS, donc la Russie a pris le relais. Donc il y a certaines modifications qui ont été apportées au fonctionnement du Conseil de sécurité. Il y a différents comités qui ont été créés. Donc, le Conseil évolue dans le temps, mais il me semble que par rapport à sa représentativité, puis par rapport à la question du droit de veto, ben, c'est des questions qui, semble-t-il, restent en suspens. Donc, je serais vraiment curieux de vous entendre sur le contexte, si on veut, ou des facteurs qui pourraient être plus favorables pour permettre justement une évolution du Conseil conformément aux souhaits ou aux mesures qui avaient été annoncées dans le pacte mondial. Puis depuis, ben, j'ai vu qu'il y a 3 mains qui ont été levées. Donc, ce que je propose de faire, c'est peut-être de prendre les questions, puis ensuite de vous donner l'occasion de répondre en bloc aux différentes questions qui vous ont été posées. Donc, je vois qu'il y a M. El Amrani qui a levé la main. J'ai vu qu'il y avait 2 autres mains levées aussi. Donc, d'abord, M. Amrani. Merci. Merci, cher docteur. Merci pour la qualité de la présentation, cher docteur aussi. Donc, bien sûr, dans ce contexte, je crois que je vais aller directement à l'extrême. C'est pas je vais pas être modéré, mais à l'extrême et y dire, est-ce que, par exemple, c'est beaucoup plus dans le cadre des Nations Unies. Donc, est-ce que ce n'est pas la mort de la Nations Unies d'une manière générale, des Nations Unies d'une manière générale, vu que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque d'efficacité et d'effectivité du droit international d'une manière générale, bien sûr, et à travers toutes les institutions qui les suivent. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ou revivre la période de la SDN, la Société des Nations, donc, qui n'a pas à un certain temps pu remplir sa mission et il a été remplacé par la suite? Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans cette situation? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un autre équilibre et d'autres, plutôt d'autres institutions qui pourraient être beaucoup plus efficaces et protéger les plus faibles plutôt que les grandes puissances et surtout qui exercent aujourd'hui le pouvoir, par exemple, du veto. Voilà, merci. Merci, Monsieur Amrani. Écoutez, on va souhaiter quand même qu'on n'y arrive pas à une troisième guerre mondiale parce que c'est ce qui avait mis fin ce qui avait conduit à la dissolution de la SDN puis la création de l'ONU. C'est les 2 guerres mondiales, mais notamment la Deuxième Bien Guerre sûr. mondiale. Donc, on va espérer qu'on ne va pas se rendre à une troisième guerre mondiale pour qu'il y ait naissance d'une autre organisation internationale qui soit davantage susceptible d'assurer l'effectivité du droit international, puis d'assumer, comme le disait notre conférencier du jour, la responsabilité principale que la Charte a dévolue au Conseil, là. Ouais. Très bien, merci pour votre question. Je me tourne Ok. vers Francis M. et je l'invite à poser sa question.
Merci, professeur François Roch. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, Parfaitement. j'aimerais tout d'abord remercier l'intervenant du jour pour sa conférence. N'étant pas juriste moi-même, bon, c'était un peu difficile de tout suivre, mais j'ai une question plutôt générale que je voudrais poser à l'intervenant du jour. Je voudrais savoir ce qu'il pense du fait que l'Afrique reste le seul continent sans membre permanent au Conseil de sécurité et que doivent faire les pays africains pour exiger, hein, j'insiste sur le mot exiger, une présence permanente au Conseil de sécurité. Ceci étant donné que l'Afrique assume le plus lourd fardeau des crises mondiales, domine l'agenda du Conseil de sécurité et fournit ses plus gros contingents de casques bleus. Comme l'a d'ailleurs souligné, rappelé dernièrement le président Ruto du Kenya à la dernière Assemblée générale des Nations unies. Merci. Merci. Je vais prendre une dernière question de Fiston. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le professeur François Roch, de l'accord de la parole. Je tiens d'abord à remercier personnellement monsieur Ravel pour son exposé si pertinent quant à sa rectitude et à sa justesse en rapport avec les thèmes de cette conférence MIBI. Monsieur Ravel, ma question est celle de savoir, vous parlez du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité comme étant une institution centrale pour la paix et la sécurité, tout en étant une composante essentielle de Nations Unies pour atteindre même les ambitions de l'objectif de développement durable de 16. Ma question est celle de savoir la situation de l'Est de la République démocratique du Congo qui demeure un défi complexe pour l'optimisation des opérationnalités du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, l'objectif de développement durable 16 relatif aux questions de l'état des droits, c'est la qualité des institutions et de paix. Démontre à quel point, c'est-à-dire cela nous laisse à comprendre qu'il y a quelques faiblesses de la part du Conseil de sécurité. Je vais révéler quelques faiblesses auxquelles je me suis fait allusion quant à l'exposé de tout à l'heure. Est-ce que pouvez-vous affirmer avec moi, par rapport à ces faiblesses que je vais à souligner, en rapport avec le veto, en rapport avec les droits de veto, le processus décisionnel du Conseil de sécurité. Vous allez réaliser, vous réaliserez avec moi, que le membre permanent, comme vous venez de le dire aussi tout à l'heure, bloque souvent l'adoption des résolutions de quelques propositions, de quelques projets, hein, quelques résolutions incisives. C'est-à-dire que plusieurs membres permanents le bloquent. Est-ce que vous réalisez que plusieurs actions, plusieurs luttes ont été menées par la présidence de la République ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour chercher à résoudre les problèmes de l'insécurité, les problèmes de la paix et de l'agression de l'Est et de la RDC jusqu'à aujourd'hui, et cela n'aboutit à rien. Pouvez-vous affirmer avec nous que ces membres permanents sont partisans de ce qui freine la paix de l'Est de mon pays? Ça, c'est la première chose. La deuxième est celle de... Je comprends qu'il y a un problème de la représentation. Je peux dire une représentation injuste, comme le prédécesseur de tout à l'heure qui a posé la question relativement aux pays africains qui ne sont pas représentés
au Conseil de sécurité, c'est-à-dire aux membres permanents. Ah oui, je les soutiens également. Est-ce que pouvons-nous dire que la représentation des pays africains, en particulier de la région du Grand Lac, limite la compréhension de problèmes africains en quelque sorte? C'est-à-dire que les problèmes africains, les seuls ou ceux qui peuvent mieux le comprendre, ce ne sont que des Africains. Or, à l'entête du Conseil de sécurité, les Africains ne sont pas représentés. Or, s'agissant de l'ODD 16, qui argue même sur l'état des droits, la qualité des institutions, nous pousse à comprendre que les conseils de sécurité doivent être les reflets même de la justice, les reflets même de l'équité sur le plan international. Alors nous réalisons que les Africains se trouvent toujours en bas de l'échelle, les Africains se trouvent toujours rejetés en quelque sorte. Or, les problèmes africains, seuls les Africains peuvent le comprendre et amener ces problèmes au Conseil de sécurité. Alors, si ce dernier ne permet pas aux pays africains d'accepter ou soit d'être parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, nous pouvons dire qu'ils sont complices de tout ce qui arrive aux Africains, et particulièrement à l'est de mon pays, en RDC. Nous pouvons affirmer cela. Ça, c'est de deux. Et de troisième, en ce qui concerne l'injustice et la limitation, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous estimons que cette manière de faire les choses du Conseil de sécurité nous pousse même à comprendre que, ou soit à relever que le Conseil de sécurité, ses actions sont affaiblies au vu de la non-représentativité des pays africains, et cela affaiblit la légitimité. Cela affaiblit la dynamicité même du Conseil de sécurité. C'est pourquoi nous vous posons la question pour savoir si c'est ce que nous avons eu à relever. Vous partagez avec nous le même avis, ou soit si vous avez des avis contraires, vous pouvez en quelque sorte ou en quelques mots riposter. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais redonner la parole à notre conférencier, mais peut-être juste une nuance que j'apporterai. Je partage globalement les observations qui ont été faites, mais en ce moment, il y a 3 États africains qui sont membres du Conseil de sécurité. Il faut faire la part des choses entre les membres permanents et les membres non permanents. Donc, en ce moment, il y a la Somalie, le Sierra Leone et l'Algérie qui siègent sur le Conseil de sécurité, mais comme pays membres non permanents. Donc, je pense que sur le fond, le commentaire ou l'observation est tout à fait valide parce que, bon, c'est tout le poids que pèse justement la qualité de membre permanent et la possibilité d'émettre un veto. Mais techniquement, l'autre aspect que je me permettrais de souligner, encore là, c'est technique, mais ensuite, je vais donner la parole à notre conférencier du jour, mais c'est le fait que pour qu'une décision soit prise en vertu du Conseil de sécurité, ça prend un vote positif de 9 membres sur 15. Donc, du coup, ce n'est pas suffisant que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité soient seuls d'accord pour prendre une décision. Il faut aussi que 4 autres des 10 membres non permanents soient en faveur de la prise de décision pour qu'une résolution soit formellement adoptée par le Conseil de sécurité. Donc, sur ces 2 nuances techniques, je redonne la parole à notre conférencier du jour et je l'invite à répondre aux différentes questions qui ont été posées dans l'ordre ou dans le désordre. C'est à votre convenance. Merci beaucoup, professeur, et merci à tous pour les questions posées. Je crois que le professeur Roche a déjà anticipé sur pas mal de questions qui m'étaient directement adressées. Et puis, c'est clair qu'on c'est-à-dire on a une obligation d'un 9 sur 15. C'est clair aussi, ça c'est dans le cadre justement des votes du genre positif, mais dans le cadre des votes, c'est-à-dire où un des membres permanents appose son veto, alors peut-être que les 14 autres étaient d'accord, c'est là où il y a justement ce problème, ou encore il y a une véritable question, parce qu'effectivement, si
on a un Conseil de sécurité on a un membre du Conseil de sécurité, fût-il permanent, qui est en mesure de pouvoir bloquer une résolution qui pourrait être prise, qui irait dans une perspective, dans le sens de pouvoir assurer la paix et la sécurité dans un État, c'est là où il y a problème. On a essayé, ou encore on était même à prolonger la question en se posant peut-être la question de savoir est-ce que la Cour internationale de justice ne peut pas invalider un veto apposé alors que l'intérêt à la base ne serait pas un intérêt légitime. Il y a des réflexions qui ont été mobilisées sur la question. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de lever du veto à ce moment précis, si on lève déjà un veto, parce que quelle est l'utilité, quel est l'esprit du veto à ce moment? Donc, il y a beaucoup de questions qui ont entouré justement la question du droit de veto, qui était dans une perspective où oui, c'est utile d'autre part, mais retenons en tout cas que l'esprit du veto à la suite de la Seconde Guerre mondiale était davantage de permettre à ceux qui avaient remporté justement la dite guerre de pouvoir avoir un droit, entre guillemets, de préemption sur d'autres pour assurer justement le contrôle ou encore pour permettre de régir la paix mondiale. Donc, il y a un contexte. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, parce qu'encore dans la Charte des Nations Unies, il est également prévu encore nations civilisées et nations non civilisées. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a encore des nations civilisées et est-ce qu'il y a encore des nations civilisées? Quelle serait la définition même d'une nation civilisée? Ça veut dire qu'en dehors, ça veut dire qu'on est encore dans des considérations de 1945. Pourtant, justement, le contexte a fortement évolué au point non pas de rendre la Charte des Nations Unies désuète, encore que même nous, en tant que doctrinaires, on utilise toujours ou encore on s'appuie sur les pères du droit pour pouvoir émettre des avis, parce que justement, le droit est un, la pensée juridique est une, il y a toujours une philosophie à la base des choses, et c'est davantage cette philosophie qu'on capte pour comprendre quel est l'esprit des choses afin de pouvoir essayer de penser l'avenir. Donc, je vais directement commencer par peut-être la première question qu'a posée le professeur Roche là directement. Enfin, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, en raison des mécanismes disponibles, il y a des possibilités de comprendre que le professeur Roche a adressé la question du contexte, évidemment. Le contexte 45 n'est pas le contexte de 2025, ce qui est clair. Aujourd'hui, il y a des évolutions. Aujourd'hui, on est dans des formes, il n'y a plus des États qui sont encore, qui ne sont pas, qui, comment le dire, qui ne sont pas non civilisés, ou alors il y a des États indépendants, je préfère le dire comme ça. Et puis, à force que le temps passe, le contexte ne répond plus au texte tel qu'écrit par le passé. Le Conseil de sécurité ne peut plus répondre justement de manière efficace à cela. Parce qu'à ce moment précis, il fallait encadrer, il fallait permettre justement que le contexte de guerre de 1945 puisse s'arrêter. Raison pour laquelle on a donc prévu un certain nombre de dispositions visant justement à interdire de recourir à la force, premièrement. Deuxièmement, en conférant au Conseil de sécurité le monopole en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationale, en donnant la possibilité aux organisations régionales de pouvoir apporter leur concours au Conseil de sécurité pour pouvoir maintenir la paix et la sécurité internationale, et puis la possibilité de légitime défense pour l'État qui se sent, ou encore dans le cas d'une agression, pour justement se défendre en attendant justement que le Conseil de sécurité puisse se saisir de la question. Et dès lors que le Conseil de sécurité se saisit de la question, l'État est censé arrêter toute forme justement d'action visant justement à se défendre. Donc aujourd'hui, en l'État, il y a des mécanismes pour surmonter le blocage. La résolution d'In-Ashson était un mécanisme visant à contourner le blocage du Conseil de sécurité. L'Assemblée générale des Nations unies a pris ses responsabilités entre ses mains pour justement prendre une résolution dans le cadre de la résolution d'In-Ashson. C'est pour dire justement qu'il y a des mécanismes, il y a des moyens. Le veto aujourd'hui n'est pas un élément tellement bloquant. Le problème aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Parce que justement,
à partir du moment où l'une des puissances serait impliquée dans un conflit international, comment est-ce qu'on viendrait, c'est-à-dire, comment est-ce que d'autres États pourraient venir empêcher que cette puissance continue? Je prends le cas de la Russie actuellement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut empêcher la Russie de continuer d'envahir l'État souverain de l'Ukraine si la communauté internationale, dans le cadre ou encore dans le cadre de l'Assemblée générale, prenne ou encore adopte une résolution visant justement à assurer la sécurité de l'Ukraine, non pas en engageant des contre-mesures contre la Russie, mais plutôt en assurant la sécurité de l'Ukraine. À ce moment, on a comme l'impression que ce sera deux blocs qui vont s'affronter et on revient encore dans des situations de la Seconde Guerre mondiale. Et comme le professeur Roche l'a si bien dit, est-ce qu'il faudrait en même temps une Troisième Guerre mondiale pour résoudre le problème? Parce que justement, on se rend compte que des blocs sont progressivement en train d'être constitués. Et même en Afrique, on voit l'AES se constituer avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Niger. De plus en plus, récemment, avec le dernier acte où les États de l'AES justement dénoncent le statut de Rome. À ce moment, il y a quelque chose qui est en construction. Je ne sais pas si c'est les Nations Unies qui étaient visées, parce que justement, si on lit les dernières dispositions de l'acte pris par l'AES, on remarque justement qu'il y a mention faite des Nations Unies. Je ne sais pas si c'était une erreur d'écriture ou c'était les Nations Unies qui étaient visées aussi, mais il y a progressivement un mouvement visant à se désolidariser d'une forme de structure internationale pour rentrer justement dans une forme de communautarisme, justement parce que chaque État estime que je peux être en mesure de me protéger. Il y a crise il y a une véritable crise du modèle de sécurité collective. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus, les mécanismes opérants sont des formes de regroupement. On se met sous la couverture peut-être des États-Unis, on se met sous la couverture de la Russie et on se sent beaucoup plus en sécurité auprès d'un État qu'au sein des Nations Unies. Et même les Nations Unies aussi ne fournissent pas l'effort nécessaire pour permettre justement de pouvoir fédérer les énergies parce que justement des formes d'unilatéralisme sont en train d'être bâties. Donc, je vais directement aller. C'est vrai que la plupart des questions s'entremêlent. On a demandé justement ma position sur le cas en Afrique actuellement. C'est clair qu'en l'état actuel, on ne peut pas dire que le modèle, il n'y a pas un modèle qui peut nous sembler justement infaillible parce que je crois qu'on va se fonder sur les propos du juge Kebambay pour dire justement parce que même au sein des États, c'est parce qu'on était dans des cadres d'État faillis qu'il y a eu des mouvements de coups d'État que certains ont estimé comme étant des coups d'État salvateurs. Mais toujours est-il que le principe est celui de l'interdiction, c'est-à-dire des coups d'État ou encore des prises anticonstitutionnelles de gouvernement. Mais aujourd'hui, si on en vient à dire qu'il y a des coups d'État salvateurs, on se pose justement la question de savoir, est-ce que ce n'est pas l'État qui a failli? Aujourd'hui, on est au niveau onusien, on est au niveau onusien, on adresse une crise d'un organe sensible, à savoir le Conseil de sécurité. Au fond, on veut bien essayer de restructurer, de coudre c'est-à-dire de coudre les failles qui se sont certainement, c'est-à-dire les failles qui se sont créées au sein de l'organe, mais il y a la question du droit de veto, comme le professeur Roche l'indiquait tout à l'heure, comment on peut surmonter ce droit de veto. Bah, on peut le surmonter, peut-être l'Assemblée générale. Maintenant, si l'Assemblée générale prend une résolution alors qu'un membre permanent du Conseil de sécurité disposant du droit de veto, c'est-à-dire une puissance, ne serait pas d'accord, elle ne va pas prêter son concours. D'accord, elle ne va pas prêter son concours. Et si ce membre permanent du Conseil de sécurité est fortement impliqué dans le conflit, comment est-ce que ça se règle? Est-ce qu'on va, à titre de sanction, sanctionner cet État, notamment soit c'est-à-dire en genre des actions visant justement à envahir peut-être cet État. Enfin, ce sont que des hypothèses, mais dans ce cas de figure, ne sommes-nous pas en train d'aller justement en guerre
voilà, contre un autre bloc, parce que finalement, ce n'est plus un État contre un autre, ce n'est plus une puissance, mais c'est justement des blocs qui s'affrontent. C'était le cas en Syrie, où on a remarqué justement que la Syrie était le territoire, mais les puissances qui s'affrontaient n'étaient pas tant, les États n'étaient pas tant. C'était en réalité deux blocs qui s'affrontaient, mais la Syrie servait justement de territoire, un peu comme c'est le cas actuellement en Ukraine. Donc, personnellement, je pense que ce n'est pas un problème africain. Il y a un besoin d'un système de sécurité collective. Maintenant, c'est beaucoup plus l'opérationnalité du système existant qui justifie justement cette conférence ou encore cette conférence midi. C'est la raison pour laquelle nous, on a essayé de trouver quelques mécanismes. Il y a des efforts qui sont en cours, notamment le pacte pour l'avenir, qui fournit quelques pistes, notamment au niveau de la réforme même du Conseil de sécurité, pour permettre justement l'intégration de l'Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Maintenant, on se pose justement la question de savoir, est-ce que ça va résoudre au fond le problème si on a déjà des membres permanents, mais qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes? Donc, finalement, on est dans une impasse. Comment surmonter dans cette impasse? Est-ce qu'il ne faudrait pas dissoudre cette instance, c'est-à-dire, puisque c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui désigne justement les membres non, c'est-à-dire qui désigne les membres non permanents de l'organisation, l'Assemblée générale étant constituée de la plupart, sinon de la plupart des États membres des Nations unies, est-ce que cette instance ne pourrait pas primer sur le Conseil, de sorte à ce que le Conseil n'aurait qu'une compétence résiduelle, à savoir une compétence opérationnelle, ce qui impliquerait donc de renoncer au droit de veto et de permettre que uniquement ce comité d'état-major soit piloté par le Conseil de sécurité, de sorte à ce que le Conseil ne jouerait qu'un rôle consultatif et non plus de décision. En tout cas, ce sont des pistes de réflexion qui devraient en tout cas être adressées pour justement permettre de pouvoir assainir le système de sécurité collective en l'état. Mais toujours est-il que le débat, la question ne se pose pas quant à l'opportunité des mécanismes universels, sinon internationaux, parce que si on pense justement à la crise du modèle universel, on donne raison justement au souverainisme qui est de plus en plus en train de s'installer. Pourtant, c'est justement en raison de ce que les États sont égaux qu'il faut justement neutraliser la puissance et créer une instance qui serait en mesure ou encore qui aurait compétence d'exercer le pouvoir de sanction sur les États. C'est la raison pour laquelle actuellement la crise du modèle international, c'est le défaut de sanctions au niveau des États, puisqu'on va uniquement dire que les États sont souverains, on ne peut pas sanctionner les États, mais ce sont les États qui se sont engagés, ce sont les États qui ont contracté, ce sont les États qui ont mis sur pied la Charte des Nations Unies, mais un État qui s'engage peut-il encore, et qui est encore en mesure de pouvoir retirer c'est-à-dire de pouvoir dénoncer un accord, c'est la manifestation de la souveraineté, mais il y a un problème à ce niveau. Très bien. Écoutez, on a commencé la conférence avec quelques minutes de retard. Je pense qu'on peut peut-être prendre un dernier 5 minutes s'il y a d'autres questions, remarques ou commentaires. Blaise Pascal? Oui, merci, professeur François. La parole. En fait, j'ai juste quelques questions à notre orateur du jour. Euh, Lorsque vous avez fait votre brillante présentation, vous n'avez pas vraiment parlé du lien entre l'ODD 16, n'est-ce pas, et l'action du Conseil de sécurité. J'aimerais savoir, nous tous ici, peut-être que c'est une question aussi qui intéresse d'autres personnes qui sont en ligne ou soit qui verront cette vidéo. Est-ce que l'ODD 16, telle qu'elle est conçue, ses cibles, ses indicateurs, prennent-ils en compte, n'est-ce pas, l'action du Conseil de sécurité? Ma deuxième question, c'est par rapport à au cas où, est-ce qu'il y a-t-il des chances, par exemple, parce que l'ODD, comme vous le savez, le plan, l'agenda 2030
n'est-ce pas, va se limiter, n'est-ce pas, couvre la période de 2015 à 2030. Est-ce qu'il y a une chance pour que le prochain agenda, par exemple, la prochaine stratégie mondiale prenne en compte, n'est-ce pas, l'action du Conseil de sécurité, n'est-ce pas, pour relever, n'est-ce pas, comment les défis de paix et de sécurité dans le monde. Je veux peut-être chuter ici parce que vous avez parlé du pacte de l'avenir, c'était vraiment très intéressant, mais j'aimerais aussi savoir si par rapport à ce que vous proposez, par rapport à l'optimisation, n'est-ce pas, de l'action du Conseil de sécurité, est-ce que vous pensez que ce pacte pour l'avenir couvre, quels sont les points que ce pacte n'a pas couverts, d'après vous? Donc, parce que il y a probablement des points qui n'ont pas été peut-être couverts dans ce pacte-là. Une dernière question peut-être à prendre ou à laisser, c'est par rapport à l'avenir, n'est-ce pas, du pacte de l'avenir. L'avenir du pacte de l'avenir, comment, excusez-moi la tautologie, comment vous voyez son application? Est-ce que tous ces principes, ces beaux principes que vous avez présentés, n'est-ce pas, ces mesures que vous avez présentées qui sont tout à fait utiles, n'est-ce pas, pour renforcer l'action du Conseil de sécurité. Ça va faire déjà une année. Est-ce que vous avez vu sur terrain des actions concrètes qui vont dans ce sens-là, ou soit comment vous voyez l'avenir à long terme de l'application de ce pacte-là? Comment les États vont-ils respecter, ou soit le système des Nations Unies? Est-ce que vous voyez dans 5 ans un scénario où le Conseil de sécurité se transforme ou soit intègre la plupart des principes qui sont énoncés dans le pacte pour l'avenir? Merci. Merci, chers collègues. Donc, je me tourne vers Fabien Mayani. Vous aviez une question pour notre conférencier du jour? La parole est à vous. Oui, merci pour la parole. Merci aussi à l'orateur pour la brillante présentation. J'ai une question justement qui est liée à ce que le professeur Blaise Pascal vient de poser. C'est sur peut-être les autres questions émergentes qui, à mon avis, devraient aussi être prises en compte dans la réforme. Parce que qui dit réforme du Conseil de sécurité dit naturellement, et ça a été relevé tout à l'heure, c'est la révision de la charte. Moi, je pose la question à l'orateur sur quelle place il donnerait aujourd'hui aux questions de changement climatique, hein, qui, à mon avis, font également partie aujourd'hui des questions de sécurité et de paix. C'est vrai, c'est pas la guerre au sens des armes, mais le changement climatique est une menace pour l'avenir de l'humanité. Je voulais savoir, dans cette perspective de réforme du Conseil de sécurité ou de la charte de manière globale, quelle place on donnerait aux questions de lutte contre les changements climatiques? Voilà, merci. Merci pour votre question. Je vois que Blaise Pascal approuve aussi. Donc, vous ne partagez pas le point de vue du président Trump comme quoi c'est un canular, un hoax, hein, les changements climatiques ou la crise liée au changement climatique. Écoutez, je vous donne la parole, cher Ravel. Donc, vous pouvez répondre aux questions qui vous ont été posées, puis ensuite, je prendrai la parole pour conclure. Déjà, merci, professeur Roche, merci Blaise Pascal, merci Fabien pour les dernières questions posées. C'est vrai que pour le professeur Blaise Pascal, j'ai retenu 3 questions sur 4, je crois. Je crois qu'il y avait ODD 16 et Conseil de sécurité. Pacte pour l'avenir, quels sont les points que le pacte n'a pas couverts? Et puis, troisièmement, l'avenir du pacte pour l'avenir. Est-ce qu'il y a un point que j'ai oublié? Non, c'est bon, je pense que ça va. C'est D'accord, suffisant. merci. Merci beaucoup. En tout cas, pour notre part, l'ODD 16 a été peut-être brièvement mentionné dans notre présentation parce que justement, au fond, l'ODD 16 consiste à quoi la paix, la justice et les institutions efficaces. Et qui parle d'efficacité institutionnelle, ça adresse directement à notre problème puisqu'on cherche à résoudre un problème, le problème de l'inefficacité du Conseil de sécurité. Et cette inefficacité en raison de ce que le Conseil de sécurité est bloqué, soit par le droit de veto, un droit de veto qui aujourd'hui devient plus problématique qu'une solution.
De deux, la question de la représentativité, parce qu'il est clair, comme le professeur Roche l'a dit, certes, 3 États africains sont au sein du Conseil de sécurité, mais ils ne sont pas membres permanents. On s'est rendu compte que depuis la création du Conseil de sécurité, il y a eu plusieurs vétos qui ont été apposés. Et la plupart du temps, quand on regarde les conséquences des vétos qui ont été apposés, notamment la crise humanitaire qui s'en est suivie, on se pose la question justement de l'intérêt ou encore de l'utilité de ce droit de veto. Est-ce que les États apposent le veto ou encore les membres permanents apposent le veto pour le plaisir d'apposer le veto ou alors pour sécuriser leurs intérêts? Auquel cas, nous ne pensons pas que le droit de veto a uniquement été conçu pour des formes de subjectivisme ou encore de subjectivation du droit international. Parce qu'aujourd'hui, c'est à cela qu'on est finalement résumé. Chaque État peut se prononcer ou encore, c'est-à-dire on n'est plus finalement dans du droit international. Parce que qui dit droit international, c'est l'ensemble des règles qui régissent le comportement des individus en société et dont l'inobservation entraîne des sanctions. Mais à partir du moment où il y a une violation du droit international et qu'en dépit de cette violation du droit international, il n'y a pas des mesures qui sont prises pour justement juguler, pour justement sanctionner leurs auteurs, n'oublions pas que le droit ou encore la sanction a également cette vocation à justement fournir des garanties de non-répétition ou alors de pouvoir empêcher que le manquement ne puisse à nouveau survenir. Donc là, finalement, on est dans une impasse. Et c'est pour cela que l'ODD16, à ce moment, n'oublions pas que l'ODD16, c'est un objectif. Et c'est dans le cadre de cet objectif que le pacte pour l'avenir a été justement proposé. C'est un instrument qui a été proposé pour justement permettre que l'on puisse régler la question de l'inefficacité du Conseil de sécurité. Et à ce sujet, le pacte pour l'avenir propose un certain nombre de mesures qui pourraient être prises pour pouvoir justement atténuer la difficulté. Encore faut-il que, même s'il y a réforme du Conseil de sécurité, même s'il y a représentativité, le plus important, et c'était l'objet de notre conclusion, c'est qu'au-delà de tout, il faut une forme d'effectivité ou encore il faut, parce que le plus important n'est justement pas, on a un beau texte, une belle charte, on a un certain nombre de dispositions qui sont contenues, on a des dispositions qui peuvent être désuètes, on a des dispositions qui peuvent être réactivées et je soulignais encore dans le cadre de nos travaux de thèse de doctorat que même le cadre du protectorat, même le cadre de la tutelle, aujourd'hui pourrait être encore mis en œuvre. Dans le cas au Cameroun, par exemple, aujourd'hui, on a un souci avec une partie du pays qui veut justement le fédéralisme et ça crée ça crée une crise humanitaire sensible et terrible. Pourquoi? Parce qu'on va vous opposer le principe de l'intangibilité des frontières ou encore on ne veut pas justement se séparer de l'intégrité territoriale. Alors là, il y a une rupture entre l'intégrité territoriale d'une part, le maintien de l'intégrité territoriale d'une part et le droit à l'autodétermination des peuples d'autre part. On voit qu'il y a deux droits qui semblent opposés et il faut à un moment donné faire un arbitrage. Est-ce que l'État est là pour assurer la protection de ces populations ou est-ce que l'État est là pour assurer uniquement la protection de son intégrité territoriale? Est-ce que les deux ne sont pas liés? Si les deux ne sont pas liés, comment est-ce qu'on permet justement la rencontre des deux intérêts? Est-ce que l'option du fédéralisme porterait atteinte éventuellement porterait atteinte justement à la question est-ce que cela ne violerait pas justement l'intégrité territoriale, puisqu'en même temps, on comprend le mouvement qui vise justement, que ce soit pour la Catalogne, justement, de quitter l'Espagne, par exemple. Donc, on voit qu'il y a des mouvements, il y a des questions qui sont posées et des 16, d'une manière particulière, essayent de proposer une ligne, c'est-à-dire essayent de nous guider en nous donnant des objectifs pour justement atteindre l'objectif de paix, de justice et d'institutions efficaces. Parce qu'en même temps, si on a un Conseil de sécurité opérationnel
à ce moment, il n'y aurait plus des États qui pourraient du jour au lendemain se lever et commencer à agresser d'autres États. S'il y a une justice, effectivement, une justice effective, on ne serait plus aujourd'hui en train de réfléchir sur des mécanismes de sanctions des chefs d'État qui auraient commis des actes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité à l'aune où plusieurs États ne sont pas membres du statut de Rome. Aujourd'hui, c'est une forme d'impunité généralisée qui est progressivement en train de s'installer. Et là, on a un sujet. Donc, c'est justement pour conclure justement ce point sur le rapport entre ODD 16 et Conseil de sécurité, pour dire justement que l'ODD 16 est un objectif. Il a précisé le cadre. C'est un objectif fixé pour 2030. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, on remarque justement un besoin soit de réformer le Conseil de sécurité, soit de trouver réellement quel est le problème, soit de faire asseoir les partis. Mais aujourd'hui, les partis ne peuvent plus s'asseoir parce qu'on est dans une forme de crise généralisée et il faut pouvoir adresser le problème d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour cela que je voudrais sortir simplement sur cette question en indiquant tout simplement qu'il y a justement un rapport entre ODD 16 et Conseil de sécurité, premièrement parce que c'est du Conseil de sécurité que l'ODD 16 vise à apporter ou encore apporter une solution en fixant un cap, notamment celui de promouvoir des institutions efficaces dont le Conseil de sécurité et promouvoir des institutions efficaces dans le Conseil de sécurité. Cela implique également un mouvement au niveau de l'Organisation des Nations Unies parce que rappelons-nous, le Conseil de sécurité n'est qu'un organe des Nations Unies. Donc, bon, je passe au prochain point. Quels sont les points que le pacte n'a pas couverts? Le pacte a beaucoup plus traité de la question de la réforme du Conseil de sécurité. Maintenant, si cette réforme n'est pas possible, et je crois que ça rejoint davantage la question initiale du professeur Roche, comment est-ce qu'on sort de cette impasse? Si on ne parvient pas à réformer, parce qu'on ne peut peut-être pas soit directement arriver à la Troisième Guerre mondiale pour réformer par la force les Nations Unies, comment est-ce que de manière intelligente on parvient à réformer le Conseil de sécurité? C'est justement un sujet. Est-ce que l'Assemblée générale des Nations Unies ne peut pas prendre ses responsabilités entre ses mains, puisque justement dans le cadre de la dite présentation, nous avons évoqué les prérogatives de l'Assemblée générale des Nations unies qui peut justement prendre des mesures dès lors que le Conseil de sécurité serait certainement en marche ou alors ne serait inefficace ou encore ne serait défaillante, je préfère le dire comme ça. Dans ce cas de figure, si le Conseil de sécurité est défaillant, il faut que l'Assemblée générale prenne ses responsabilités entre ses mains. Je pense qu'à ce moment, on pourrait envisager justement un mouvement de groupe, l'Assemblée générale pouvant jouer le rôle du parlementaire ou alors c'est un peu le règne du légicentrisme, puisqu'en même temps, l'Assemblée générale prenant des résolutions étant également opposable au Conseil de sécurité, est-ce que l'Assemblée générale ne pourrait pas agir sur le Conseil de sécurité? Ça peut être une hypothèse justement pour nous permettre justement de pouvoir sortir de cette impasse parce qu'il y a deux sujets. Premier sujet, soit réformer le Conseil de sécurité, et dans ce cas de figure, le pacte pour l'avenir propose quelques pistes de réformation du Conseil de sécurité, soit l'Assemblée générale prend ses responsabilités en main et supplée aux carences du Conseil de sécurité en s'assurant justement le maintien de la paix et la sécurité internationale. C'est vrai qu'il est clair qu'au sein de la charte, on dit que les États ont donné mandat au Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité, en agissant, agit en leur lieu et place. Toutefois, si le Conseil de sécurité ne peut malheureusement pas agir en leur lieu et place et qu'il y a un risque réel de menace ou d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale, à ce moment, ne peut-on pas conclure que la délégation de pouvoir que les États ont donnée au Conseil de sécurité, est-ce que les mêmes États ne pourraient pas revenir pour dire justement que
en raison du manquement, le Conseil de sécurité n'étant plus en mesure ou encore capable de pouvoir assurer la paix et la sécurité internationale, alors l'Assemblée générale pourrait justement se constituer ou alors prendre des mesures adéquates pour régler une question, étant donné qu'il y a un sujet. Donc, je pense que à ce niveau, on est beaucoup plus davantage dans, et c'est pour cela que je vais conclure justement sur la dernière question du professeur Blaise Pascal. L'avenir du pacte pour l'avenir, c'est clair que c'est une recommandation, c'est un projet d'ailleurs. Il n'y a pas une vocation réellement contraignante, on est entièrement d'accord. C'était parti comme ça pour la responsabilité de protéger qui a fait l'objet de nos travaux de thèse, de doctorat. Justement, c'est le gouvernement du Canada qui a initié un mouvement et qui a abouti justement à la création, encore à la conceptualisation d'une responsabilité de protéger. On ne savait pas que cela pouvait être mis en œuvre. Cela a été effectivement mis en œuvre. Et puis, l'Assemblée générale des Nations unies l'a ensuite adopté. Dans le cadre de l'intervention en Libye, cela a été évoqué. Quoi qu'on va dire que la responsabilité de protéger est morte en Libye, au regard justement de ce qui s'y est passé, au regard du détournement du mandat qui avait été donné. Mais là, on se rend compte justement que c'est beaucoup plus l'utilisation des principes qui pose problème. Ce n'est pas les principes en soi qui posent problème, c'est l'utilisation des dits principes. Donc, on comprend qu'il y a un besoin. Docteur Gielon? Permanent ne vont certainement pas soit on choisit l'hypothèse de se réfugier au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, qui peut également jouer un rôle. À défaut de l'Assemblée générale des Nations unies, on va devoir accepter que des communautés se créent, des mécanismes supplétifs de sécurité collective continuent de se créer, au risque qu'on aboutisse justement à une crise généralisée et à aucun organe en mesure de pouvoir réguler cette situation. Donc, c'est un peu sur cela que je vais terminer la série de questions du professeur Blaise Pascal. Et pour terminer également avec la question de Fabien sur les changements climatiques, clairement, le Conseil de sécurité avait été pensé beaucoup plus pour des situations de menace ou encore d'atteinte à la paix et à la sécurité internationale dans une perspective non pas de crise climatique, mais davantage de recours à la force. Aujourd'hui, les problèmes nouveaux se posent et c'est clair qu'il y a un besoin puisque là, ça rentre également dans le cadre de la sécurité collective, mais pas dans une perspective d'intervention, quoiqu'aujourd'hui, on remarque justement des activités délibérées ou alors des désobéissances de certains États qui ne veulent malheureusement pas s'acquitter de leurs devoirs ou encore de leurs responsabilités conventionnelles et s'assurent justement la pollution de l'environnement. Le Conseil de sécurité, d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir intervenir parce qu'à partir du moment où la Cour internationale de justice se prononce contre un État qui est censé faire exécuter les décisions de la Cour internationale de justice, si ce n'est le Conseil de sécurité. Donc, il y a un sujet, effectivement, peut-être pas directement, peut-être le Conseil de sécurité n'est pas directement concerné, mais le Conseil de sécurité est indirectement concerné, notamment au niveau de la mise en œuvre ou encore de l'exécution des décisions prononcées par les juridictions internationales. Donc, je vais m'arrêter là, professeur Roche, et en remerciant tout le monde déjà pour l'opportunité de cette conférence midi. On espère en tout cas qu'on a pu trouver quelques solutions, quoique la question demeure et demeure en réflexion. Et nous allons poursuivre en tout cas d'adresser. Ben, écoutez, c'est nous qui vous remercions, cher Ravel. Donc, merci pour la qualité de votre intervention. Merci également à tous ceux et celles qui ont participé aujourd'hui à cette conférence.
Simplement vous aviser que j'ai partagé sur le chat un lien vers des travaux récents qui ont eu lieu, des discussions récentes et des travaux récents qui ont eu lieu au sein du Conseil de sécurité sur la question des changements climatiques. Donc, de plus en plus, le Conseil est prêt à interpréter justement les changements climatiques comme constituant des menaces à la paix et la sécurité internationale. Mais le débat est en cours. Je pense qu'il n'y a pas de posture définitive là, au regard de la pratique du Conseil de sécurité sur cette question-là. Mais écoutez, dans tous les cas, c'est clair aujourd'hui qu'on a commencé à débroussailler, si on veut, le terrain sur l'ODD 16. Je pense que globalement, quand on lit l'ODD 16, on voit que c'était surtout dans une perspective interne que l'ODD avait été formulé. Donc, on s'intéressait beaucoup à la question de l'état de droit, le respect des droits civils et politiques, sur les mesures qui pouvaient être prises à l'interne par les États pour réduire la violence, donc tout ce qui touche la coopération judiciaire, policière, etc., etc. Puis en abordant la question, comme vous l'avez fait aujourd'hui, du Conseil de sécurité, je pense que vous contribuez à notre réflexion collective sur la place que les enjeux de sécurité collective au plan international et régional jouent. Sur ce, écoutez, je vous remercie encore beaucoup pour votre participation aux travaux de l'Observatoire. J'invite les gens qui sont présents à regarder sur notre site web. Dans les prochains jours, sera affiché les informations concernant le colloque international qui va se tenir à Montréal du 26 au 29 novembre prochain. Donc, vous aurez toutes les informations et notamment le formulaire d'inscription. Donc, pour ceux et celles qui veulent y participer à distance, sachez qu'il y aura un webinaire puis la possibilité de participer via Zoom. Ce sera gratuit pour tous ceux et celles qui veulent participer au colloque. Puis, il y aura également les indications au niveau des modalités d'inscription pour une participation en présentiel pour ceux et celles qui pourront être à Montréal à ce moment-là. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une très belle fin de journée et je remercie encore très chaleureusement l'orateur du jour. Donc, merci à tout le monde. Merci. Bonne Merci journée. à vous. Merci. Au revoir. Merci, merci Au à revoir. tout le monde. Bonne À fin de journée. bientôt. Au Merci revoir. beaucoup.